J'ai parfois l'impression que l'amas de livres sur mon bureau est juste là pour me donner bonne conscience. Ça fait classe. J'ai l'impression d'être un de ces mecs qui lit plein de livres, en tire des conclusions, des questionnements, et les réunit dans un nouveau livre. Je sais que la majeure partie des réponses à mes questions se trouvent dedans. Mais comme les lettres muettes ou les règles d'accord, pour moi, elles sont invisibles, illisibles. Comme si les réponses à mes questions s'effaçaient au moment où mes yeux se posent dessus. Des chapitres entiers qui m'échappent et créent des vides dans ma réflexion, m'empêchant de la compléter. Alors j'en suis là. On est le 30 novembre, il est 16h32, et je ne sais déjà plus très bien quoi dire ou par où commencer. Alors je vais simplement commencer. La dyslexie, je l'ai depuis toujours. Je m'en suis accommodé, je joue avec. J'invente mes propres codes, mes façons de fonctionner, aussi bien en écriture qu'en vidéo ou en son. Après tout, les images répondent eux aussi à des codes d'écriture. Je me base sur ce que ces différents types d'écriture veulent bien m'offrir, et le reste, je le complète à ma manière. J'invente ma propre définition d'adjectif, mes terminaisons au singulier, ma compréhension du cadrage, ma perception de l'harmonie. Et c'est ces mêmes règles d'écriture dans l'art et dans la publicité que j'ai toujours eu envie d'interroger. Je parle des règles communes ou empruntées à l'un à l'autre. Ces méthodes issues de l'art réutilisées par la pub, ou inversement. Comme si à travers ces hybridations d'écriture, j'avais la volonté de comprendre mes propres digressions orthographiques. Comme si le moment où l'art s'oublie et utilise un code qui déroge à la règle, un code marketing, comme si ces hybridations-là me ramenaient d'une manière frontale à mes propres troubles de l'écriture. Publicité et art, ça m'intéresse beaucoup, depuis longtemps. Quand on ne s'exprime pas par mots, on s'exprime autrement, en images, en gestes ou en sons. J'aime les images construites, sophistiquées, pensées. Celles qu'on doit regarder des heures pour y découvrir de nouvelles subtilités encore et encore. Ou celles évidentes, qui nous livrent tout de suite. Ces images fortes pensées au moindre millimètre. Celles qui nous prennent par la main et nous mettent devant le fait accompli. Elles nous font réfléchir. Peu importe si l'image choisit pour moi le chemin de réflexion, l'important c'est qu'elle fasse penser. Je ne fais pas de distinction entre ces différents types d'images. Pour moi, elles écrivent à leur manière un récit. La méthode, ça n'est qu'une figure de style. La volonté finale est la même, nous faire penser à. À quoi? La raison voudrait que penser à une lessive n'a pas grand-chose à voir avec penser une œuvre, penser art. Alors qu'est-ce que c'est Toulouse-Lautrec? C'est quoi Mucha? Et ça c'est quoi? C'est Méliès ou c'est Mercier? Que me racontent ces images réellement? Je passe beaucoup de temps à regarder l'affiche La Goulue de Toulouse-Lautrec. Avec ma main, je cache les accroches et slogans. Je vois une œuvre. Quand j'enlève ma main, je vois une pub. Avec du recul, ce geste simple me semble être le paradigme parfait de ma recherche et de ma réflexion. Il existe 1000 exemples possibles d'affiches de cette époque qui se prêteraient allègrement au jeu. Mais celles de Lautrec m'ont toujours posé problème plus que les autres. Je vois dans ce travail l'exemple parfait de ce brouillage d'images, de ce mélange des codes, de cette hybridation de forme et de fond. Quel univers créatif s'accorde avec l'autre? Est-ce que c'est être art ou avoir le biscuit lu? Dans mes recherches, une citation de Mucha m'a marqué. J'étais heureux de m'être engagé dans un art destiné au peuple et non au salon fermé. C'était bon marché, à la portée de tous, et trouver sa place aussi bien chez les familles pauvres que dans les milieux aisés. Art destiné au peuple, bon marché, à la portée de tous. Le dire, c'est déjà faire une distinction. Établir une règle qui scinde en deux le public, les pauvres, les riches, les cultivés, les autres, puis se placer en exception qui confirme la règle. Ni artiste, ni publicitaire donc. Ou les deux peut-être. Mucha proposait des reproductions de ses affiches imprimées sur carton pour les pauvres, à prix réduit donc, et sur soie pour les plus aisés. Ce geste résume bien mon sentiment vis-à-vis de son époque. Une espèce de monde créatif utopique, où art et pub se conjuguent et partagent une même terminaison. L'affiche est un moyen de diffusion, un simple support qui permet une diffusion simple. J'ai pensé naïvement que réfléchir sur cette question des relations art et pub dans le pop art serait facile, évident.
Un message clair, un visuel efficace. Et déjà là, je suis perdu, stoppé dans ma réflexion. Je viens de décrire en 3 mots un spot publicitaire. Clair, visuel, efficace. J'adore Andy Warhol, tout du moins le personnage, le mythe. J'ai l'impression que celui qu'on trouve partout comme figure emblématique du mouvement pop art s'est bien foutu de notre gueule tout au long de sa vie. J'ai lu il y a longtemps son autobiographie, ma philosophie de A à B et vice-versa. Je me souviens de cette impression tout le long de la lecture, cette impression qu'Andy Warhol se foutait de moi. Des chapitres entiers sur des problèmes de crème de beauté, ses conversations téléphoniques avec celui ou celle qu'il appelle B, des descriptions de canapés de hall d'entrée d'hôtel. Pourquoi cette impression ? Parce que je pense que lui, il a comprise la distinction entre art et pub. Il en joue, il s'amuse avec et on l'aime pour ça. Il les conjugue, se sert de la pub comme complément d'objet direct de l'art ou inversement. Il a compris la grammaire esthétique de son époque. Je me suis longtemps amusé à comparer Fort Campbell Soup et Absolute Vodka, de nombreuses fois. Visuellement, il n'y a pas de grande distinction à faire. Le même style warholien. Un objet, des couleurs différentes, et on change de propos. On n'est plus dans de la soupe, ni même dans un rapport magritien du style « ceci n'est pas une soupe ». Non, on est dans un objet artistique qui parle de consommation avec la consommation. On pourrait facilement imaginer les 2 œuvres côte à côte dans un musée, dans une grande pièce blanche, bien éclairée, avec un joli cartel, vernissage et buffet à 18h. Non, ce qui pose problème, c'est que l'un critique, l'autre vend. Et là où je devrais trouver un rapport quasi manichéen sans cette forme, je ne trouve pas. J'en finis par conclure aujourd'hui que ce qui me pose problème, c'est que ça ne pose pas de problème. Bizarrement, je me sens moins enclin à critiquer ce rapport dans les affiches de la Belle Époque. Comme si leur cause était plus noble, à l'image de la citation de Mucha, citée auparavant. Pourtant le procédé est le même. Faire une affiche publicitaire reste un geste commercial, une commande contre argent, une rémunération, sous couvert d'un geste artistique. On paye pour qu'un artiste impose sa vision, car oui, il l'impose, et vendre, ou du moins vanter, un produit de consommation. Celui-ci sera mieux que celui-là, parce que Dali l'a dit. Je suis fou du chocolat l'envers. Encore une fois, je l'ai dit et je le redis. Moi, je ne fais pas de distinction entre ces images. Et pour moi, comme les lettres qui se mélangent à l'intérieur des mots, les images se mélangent à travers les univers créatifs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire art et pub ? Force est de constater que c'est d'autant plus compliqué pour moi d'y voir clair aujourd'hui, parce que tout se mélange dans ma pensée. Art, mécène d'art, exposition sur Nivea, Absolute Vodka, artiste publiciste, Mercedes qui présente une pièce de Vindelvoye au Louvre. Qu'est-ce que ça veut dire Mercedes qui présente Vindelvoye ? Je me souviens clairement de cette accroche dans le dossier de presse de sa dernière exposition au Louvre. Mercedes-Benz présente une nouvelle sculpture de Vindelvoye au Louvre. Une phrase énigmatique, comme une vraie accroche publicitaire. Ou encore, demain, Mercedes-Benz présentera Suppos, la dernière sculpture de l'artiste conceptuel belge Vindelvoye. Qu'est-ce que ça représente réellement ? Mercedes finance l'exposition, d'accord. Mais quel profit en tire-t-il vraiment ? Je ne pense pas que la marque ait réellement besoin de financer des artistes et faire une plus-value sur de jeunes créateurs qui demain vendront des œuvres à des prix exorbitants. Je ne pense pas non plus qu'il se réfère à l'image de marque de l'artiste. Je n'ai pas l'impression que Cloaca ou Tatoué des Ports fait référence d'une manière ou d'une autre à une grosse berline de la marque. Un peu plus bas, dans ce même dossier de presse, le cas de Louis Vuitton, qui écrit « Le luxe et l'art n'ont jamais été si étroitement liés qu'en cette aube du XXIe siècle. » Ou encore « Ces actions favorisent la symbiose de l'art et du luxe. » On est bien loin de la vision idéaliste de Mucha d'un art pour tous. Je parlais donc de Suppos de Vindelvoye. Sculpture de style gothique, une torsion d'une tour semblable à une cathédrale passée dans une centrifugeuse. Suppos, référence directe aux médicaments tant redoutés. Dans une interview, Vindelvoye révèle qu'il voulait l'appeler Doner Kebab. Mais comme il est végétarien, il préféra Suppos. Des titres courts, amusants, pensés pour être retenus tout de suite. Un acte de provocation évident. Parler de suppositoire au Louvre, tout le monde ne peut pas s'en vanter. Ce style de titre, on appelle ça une accroche. C'est un procédé publicitaire connu et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'expliquer. Ce qui est très intéressant à observer en revanche,
c'est de voir à quel point Vindelvoye s'est bien saisi de la version moderne de l'accroche. Tout ce qui est contenu dans la tendance marketing contemporaine y est. On donne à voir du merveilleux, du grandiose. En l'occurrence, une tour de cathédrale gothique sculptée minutieusement d'1 mètre de haut. On assaisonne avec une pointe d'humour, en faisant référence à un fait social, par exemple ici le suppositoire. Et voilà, le travail est fait. On a envie d'aimer Vindelvoye, la mémorisation produite est faite. Aussi drôle que ça puisse paraître, dans le même dossier de presse, j'ai lu Louis Vuitton nous expliquer que art et luxe vont de pair, et Vindelvoye expliquait que pour lui, Suppo, c'était un acte guidé par la volonté de faire une pièce qui parle au grand public. Et aussi vrai que je ne sais pas l'écrire, je crois qu'on est en pleine dichotomie. Quand SNCF s'inspire allègrement de Louise Bolin pour réaliser une pub, je comprends clairement ce qui se passe. Une société utilise un procédé artistique attractif visuellement pour vanter le fait que ses trains roulent plus vite que vite. Parce que justement, ce procédé est communicatif, efficace, et au diable les propos et raisonnements artistiques. Ici, on dit simplement que les TGV c'est confortable et que c'est plus pratique et moins cher que la voiture. Mais quand l'artiste réalise lui-même cette pub, quel statut a cette création ? À quoi sommes-nous vraiment confrontés ? Et je crois que c'est ce qui me gêne le plus et brouille ma lecture, crée ma confusion. Qu'est-ce qu'une pub réalisée par un artiste ? Est-ce que c'est une œuvre qui ressemble à une pub ou une pub qui ressemble à une œuvre ? L'un met à profit son image de marque pour l'autre. Je ne sais pas dire si c'est la marque qui met à profit son image pour l'artiste ou l'inverse. Je ne sais même pas si j'ai vraiment le droit de dire qu'un artiste a une image de marque. Mais pourtant c'est ce qui se passe. Tout est censé opposer ces deux univers. La publicité est une date de péremption, une obsolescence programmée. L'art est intemporel. La publicité doit cibler un public précis, ménagères, enfants, adolescents. L'art est universel. Alors qu'est-ce que c'est que la Citroën Picasso ? Picasso comme adjectif de Citroën ? Un complétement d'objet indirect ? Une exception qui confirme la règle ? Tout n'est pas non plus noir dans cet univers. Mais je me souviens de ma rencontre avec Ken Thomas il y a 2 ans. Rencontre qui restera importante pour moi. Je crois que lui a compris la grammaire visuelle de son époque. J'avais été particulièrement séduit par sa façon de mélanger un discours marketing et artistique. Une entreprise d'énergie artistique. Voilà une démarche séduisante. Voilà un compromis intelligent. Une belle démonstration de comment rendre une organisation patronale, un plan marketing ou une conception de produit comme un geste artistique, voire comme simple support artistique. J'avais été enthousiasmé par ce personnage et l'équilibre parfait de son discours, sans jamais basculer dans un univers ou un autre. J'aurais certainement beaucoup moins de difficultés à comprendre les relations codifiées de l'art et de la pub si j'avais ce talent. Mais il n'empêche que la tendance publicitaire actuelle brouille ma lecture de ces univers. Prenons n'importe quel spot publicitaire télévisuel d'une grande marque de luxe, Chanel, Dior et d'autres. Elles utilisent toutes la même technique. Une image travaillée, des couleurs séducteurs, un ton souvent romanesque, des robes immenses aux drapés qui n'est pas sans rappeler les peintures de Dürer. Oui, ces pubs font appel à notre sensible. Et personne n'est dupe sur le fond. Tout le monde sait bien que le but est de nous faire acheter un parfum qui nous rendra soi-disant unique. Mais cette image fonctionne. Elle est agréable à voir, à regarder, et touche notre sensibilité qu'on le veuille ou non. C'est factice, mais on l'accepte. Cette sensibilité du corps en action, de la couleur et du geste, la pub l'a volée à l'art. Et je dis bien volée. Car aujourd'hui, et même s'il est très maladroit de faire des généralités, l'art est surtout affaire de concepts qui donnent des images. Mental ou non. Mais le point de départ est une pensée. Alors oui, ça ne date pas d'hier que l'art pense, résiste, donne à voir autrement. Et d'ailleurs, quand j'y réfléchis, ça ne date pas d'hier non plus que l'art fait de la publicité. Après tout, une peinture religieuse, c'est aussi quelque part un acte de promotion pour une religion. Et même s'il est très réducteur et péjoratif de tirer une conclusion aussi facile, j'en ai d'ailleurs moi-même honte de réduire des milliers de chefs-d'œuvre de l'art à de simples actes de diffusion, mais le principe est le même. Pourquoi le clergé commandait des peintures religieuses pour ses églises ? Simplement pour que le paysan illettré puisse lire la Bible dans les vitraux de son église et sache que l'enfer n'est pas un endroit très fréquentable et quoi faire pour ne pas y aller. Mais aujourd'hui, ça n'est plus l'église qui commande. C'est Paul Ricard, Cartier, Nivea et tant d'autres. Une croyance d'un autre temps. L'exposition Nivea par exemple, au Palais de Tokyo. Exposition intitulée Ultrapo. Dossier de presse, témoignages, catalogue d'exposition. Et toujours cette consternante conclusion, après avoir étudié tous ces documents. Je ne sais pas ce que c'est.
Qu'est-ce que l'exposition Ultrapo? Je ne sais pas. Du marketing artistique? Un malhabile placement de produit dans une écriture créative hybride? Une exposition sur le thème de la peau? Une phrase qui résonne comme un sujet d'art plastique type collège noté sur 20. Et comme les publicités Dior et Chanel citées auparavant, personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien à quoi s'attendre. Une réclame à peine dissimulée derrière un art artistique. Et on fait l'autruche, faisant mine de n'avoir rien vu, rien entendu, dans une exposition à l'art saturé d'odeurs de crème de beauté. Alors peut-être faut-il simplement considérer l'espace publicitaire comme un autre possible artistique, un nouvel espace de diffusion. C'est vrai que la publicité a pour elle une grande variété d'espaces, de natures différentes, et bénéficie sûrement trop de temps de parole dans une journée typique, journaux, télévision, affiches en ville. Même Internet aujourd'hui est envahi de publicité. À l'image de Bob Wilson qui en 1978 réalise Vidéo 50, une compilation de petits spots type publicitaire. Voilà un exemple d'appropriation parlant. On pourrait aussi très facilement parler de Ben et de tant d'autres artistes. Quand Jeff Koons décore la BMW des 24 heures du Mans en 2010, peut-être considère-t-il la voiture simplement comme un nouveau support d'expression. Penser une œuvre tout en sachant qu'elle fera des tours de circuit pendant 24 heures, a un côté alléchant et soulève un tas de questions possibles pour un artiste. Peut-être faut-il que j'aborde cette question en ce sens. Et même si ici encore tirer des conclusions générales est dangereuse, peut-être que cet acte d'hybridation est simplement pour l'artiste un moyen de repousser sa pensée, en se confrontant à une écriture nouvelle, qui répond à une nouvelle grammaire qui lui est inconnue, et adapter son écriture d'artiste pour arriver à une nouvelle création, qui répond à d'autres terminaisons. Un moyen de tester sa création, et voir comment la conjuguer autrement, dans un monde de l'image qui emploie d'autres adjectifs. Il était impossible pour moi de ne pas m'intéresser au travail du publicitaire. Et je me souviens avoir été saisi par la force et la passion avec laquelle Jacques Ségala parlait de son travail. Un vocabulaire sensible, un vrai engagement dans le travail et la pensée. Des études, des comparaisons, et une façon de défendre son travail ferme. On est bien loin de l'image du petit bourgeois qui prétend que ne pas avoir de Rolex signifie rater sa vie. Mais plutôt un créateur qui essaye d'insuffler une âme à des images et des objets. Tiens, insuffler une âme à des images, cette phrase résonne comme un travail d'artiste, non? Je ne dis pas que insuffler une âme à la marque Marlboro en utilisant l'image d'un vieux cow-boy est une forme d'art. Mais il me fait simplement remarquer que ces deux disciplines, au final, ne sont pas aussi éloignées que je le pensais de prime abord. Elles ont un fond commun. Dan Tobin Smith, Grégoire Alexandre, Paul Graves, quelques exemples de créateurs qui ont croisé ma route et m'ont posé problème. Alors je dis créateur et non artiste ou publicitaire. Pourquoi? Parce que impossible de savoir à quelle caste ces créateurs appartiennent. Il est très intéressant, modernité des médias oblige, d'aller voir le site internet de ces créateurs d'une nouvelle génération et de les analyser. Prenons le site de Dan Tobin Smith par exemple. Graphiquement, le site peut être comparé au fameux White Cube. Typographie sobre. Nous sommes dans un visuel qui évoque sans détour une exposition d'art. La suite s'apparente tout autant à cet univers. On clique, les photos s'exposent, toujours dans ce fond blanc impeccable. Sauf qu'ici, pas d'historique d'exposition, non. Pas de date, de données permettant de situer le où et le quand. Et une section advertising assumée, non dissimulée, présentant des travaux pour Manpower, Ricard, Nike. Cette sensation se ressent aussi dans le travail plastique. Des qualités certaines, des questionnements, de la méthodologie, du savoir-faire, mais des grands noms. Pas seulement des marques, mais aussi des stars. À l'image de la pochette de disque réalisée pour le rappeur multimilliardaire Jay-Z. Je profite de cette ouverture d'ailleurs pour évoquer un autre monde créatif qui vit les mêmes symptômes, celui de la musique. En 2012, le groupe Gorillaz réalise une chanson accompagnée de James Murphy et d'André 3000, trois artistes musiciens pop respectés pour le travail, aux qualités plus que reconnues dans le milieu. Cette chanson est une commande pour la sortie d'un modèle de Converse, la célèbre chaussure américaine, une édition limitée. Accompagnée d'un clip à gros budget, la campagne est un succès. Je ne peux que me questionner sur le produit fini. Cette chanson, qu'est-elle vraiment? C'est exactement le même procédé évoqué auparavant. Et toujours cette même impression que cela ne choque au final pas grand monde. Je ne peux m'empêcher d'avoir un petit sourire quand je sais qu'aujourd'hui, Campbell édite une version limitée de ses soupes à la tomate, dont la boîte reprend le visuel de Warhol. Visuel qui à l'époque a failli lui coûter un procès avec la marque. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, cette histoire résonne comme la fin de quelque chose et le début de demain.
Parce que finalement, je m'en rends compte maintenant, quelles que soient les époques que j'évoque, au final le problème est toujours le même. Je pensais trouver une solution dans une décennie, un rapport plus clair, et finalement je peux constater que c'est l'inverse qui se produit. Simplement une syntaxe plus floue. Demain, que se passera-t-il ? Je garde un œil attentif au monde de l'Internet. Un monde passionnant, d'un contenu vertigineux, où l'art trouve au fur et à mesure de nouvelles formes d'expression, liées aux possibilités tellement vastes d'un nouveau médium multiforme, qui se trouvent petit à petit des noms qui sonneront dans quelques années comme des évidences. Et force est de constater qu'on assiste encore plus à un glissement d'écriture, qui me semble d'ailleurs dangereux. Internet a créé la notion de buzz. Faire sensation dans de nouvelles proportions, toujours plus grandes, plus fou, plus what the fuck comme on dit. Et on se diffuse d'une manière rapide. D'ailleurs, la notion de vidéo virale porte bien son nom. Mais de quoi parle-t-on dans ces vidéos ? De grandiose, de fou, d'étonnant, voire même d'étonnant. Mais comme me disait Alain Bourges lors de ma rencontre avec lui, on reconnaît le style YouTube. Où est le risque alors ? Le risque, c'est que ces vidéos sont pensées pour être aimées. On les fabrique pour qu'elles soient vues, le plus possible, au détriment du contenu, du fond. On ne parle plus d'art ni de publicité. Non, on parle de création. La mince distinction que je m'évertue pourtant à essayer de comprendre avec tant de difficulté disparaît complètement. Les marques et industries n'ont plus qu'à piocher, signer un chèque et à poser mollement son logo. Et cela ne dérange plus personne. Ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir à quel point finalement cette confusion des univers est déjà installée. J'en suis l'exemple même et mon mémoire en est l'expérience inquiétante. Ma génération ne souffre-t-elle pas déjà de cette confusion d'images ? Le surplus de confrontation à l'esthétique ne nous a-t-elle pas déjà enlevé une part de notre sensibilité et de notre clairvoyance ? Sommes-nous encore réellement capables d'aller voir ce qui mérite d'être vu par nos propres moyens ? Est-ce que ce mémoire n'est pas au final pour moi une tentative pour élucider et éclaircir mon jugement face à l'image, quelle que soit sa nature, et ainsi apprendre à faire la part des choses ? La vraie question qui m'interroge n'est peut-être pas la différence entre art et pub, mais peut-être la différence entre technique et style. Le publicitaire a une technique de communication. Il sait comment cibler un public, ou du moins je l'espère pour lui. Il utilise telle approche ou tel style graphique. L'artiste, lui, se crée un style de communication qui lui est propre. Une patte, qui correspond à son interrogation et lui permet d'exprimer ses doutes et ses questions. Mais qu'est-ce qu'un style au final ? Un style n'est-il pas un ensemble de techniques fonctionnant ensemble ? Je citerai ici Jeff Koons pour conclure. L'art et communication, c'est la faculté de manipuler des êtres humains. La seule différence avec le show business ou la politique est que l'artiste est plus libre. Avant tout, il a la possibilité de tout garder en main, de l'idée à la vente en passant par la production. Il suffit de savoir comment employer les bons moyens au bon moment. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse réellement à travers tout ça ? Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir réfléchir et comprendre tout cet univers et ses mélanges ? Qu'est-ce que je recherche vraiment dans ce bordel d'idées, dans ces exemples simplés que je n'arrive pas forcément à décortiquer d'une manière solide ? Et ça, je l'ai compris que bien après. Parce qu'au final, l'art et la publicité, c'est une question d'écriture, de grammaire de l'image, faite de digressions, d'exceptions à la règle, de conjugaison de l'image au subjectif du présent social et politique, d'accord et de terminaison à l'impératif de la publicité, accordé au conditionnel du public, au sujet parfois imparfait, où l'art participe au passé, au présent et au futur de la publicité, où la publicité s'accorde avec l'être de l'art, avec parfois un seul sujet, parfois plusieurs sujets coordonnés, les deux mondes fonctionnant sans que l'un devienne l'auxiliaire de l'autre, sans rapport de subordination. Pourquoi je n'ai pas écrit ? Parce que j'en suis incapable. Pourquoi je n'arrive plus à discerner l'art et la pub, l'art de la pub dans l'art, la pub de l'art ? Parce qu'il n'existe pas forcément tout le temps une distinction très claire. C'est un univers parfois dyslexique, comme moi. J'ai parfois l'impression que l'amas de livres sur mon bureau est juste là pour me donner bonne conscience. Ça fait classe. J'ai l'impression d'être un de ces mecs qui lit plein de livres, en tire des conclusions, des questionnements, et les réunit dans un nouveau livre. Je sais que la majeure partie des réponses à mes questions se trouvent dedans. Mais comme les lettres muettes ou les règles d'accord, pour moi, elles sont invisibles, illisibles. Comme si les réponses à mes questions s'effaçaient au moment où mes yeux se posent dessus.
des chapitres entiers qui m'échappent et créent des vides dans ma réflexion, m'empêchant de la compléter. Alors j'en suis là. On est le 30 novembre, il est 16h32, et je ne sais déjà plus très bien quoi dire ou par où commencer. Alors je vais simplement commencer. La dyslexie, je l'ai depuis toujours. Je m'en suis accommodé, je joue avec. J'invente mes propres codes, mes façons de fonctionner, aussi bien en écriture qu'en vidéo ou en son. Après tout, les images répondent eux aussi à des codes d'écriture. Je me base sur ce que ces différents types d'écriture veulent bien m'offrir, et le reste, je le complète à ma manière. J'invente ma propre définition d'adjectif, mes terminaisons au singulier, ma compréhension du cadrage, ma perception de l'harmonie. Et c'est ces mêmes règles d'écriture dans l'art et dans la publicité que j'ai toujours eu envie d'interroger. Je parle des règles communes ou empruntées à l'un à l'autre. Ces méthodes issues de l'art réutilisées par la pub, ou inversement. Comme si à travers ces hybridations d'écriture, j'avais la volonté de comprendre mes propres digressions orthographiques. Comme si le moment où l'art s'oublie et utilise un code qui déroge à la règle, un code marketing, comme si ces hybridations-là me ramenaient d'une manière frontale à mes propres troubles de l'écriture. Publicité et art, ça m'intéresse beaucoup, depuis longtemps. Quand on ne s'exprime pas par mots, on s'exprime autrement, en images, en gestes ou en sons. J'aime les images construites, sophistiquées, pensées. Celles qu'on doit regarder des heures pour y découvrir de nouvelles subtilités encore et encore. Ou celles évidentes, qui nous livrent tout de suite. Ces images fortes pensées au moindre millimètre. Celles qui nous prennent par la main et nous mettent devant le fait accompli. Elles nous font réfléchir. Peu importe si l'image choisit pour moi le chemin de réflexion, l'important c'est qu'elle fasse penser. Je ne fais pas de distinction entre ces différents types d'images. Pour moi, elles écrivent à leur manière un récit. La méthode, ça n'est qu'une figure de style. La volonté finale est la même, nous faire penser à. À quoi? La raison voudrait que penser à une lessive n'a pas grand-chose à voir avec penser une œuvre, penser art. Alors qu'est-ce que c'est Toulouse-Lautrec? C'est quoi Mucha? Et ça c'est quoi? C'est Méliès ou c'est Mercier? Que me racontent ces images réellement? Je passe beaucoup de temps à regarder l'affiche La Goulue de Toulouse-Lautrec. Avec ma main, je cache les accroches et slogans. Je vois une œuvre. Quand j'enlève ma main, je vois une pub. Avec du recul, ce geste simple me semble être le paradigme parfait de ma recherche et de ma réflexion. Il existe 1000 exemples possibles d'affiches de cette époque qui se prêteraient allègrement au jeu. Mais celles de Lautrec m'ont toujours posé problème plus que les autres. Je vois dans ce travail l'exemple parfait de ce brouillage d'images, de ce mélange des codes, de cette hybridation de forme et de fond. Quel univers créatif s'accorde avec l'autre? Est-ce que c'est être art ou avoir le biscuit lu? Dans mes recherches, une citation de Mucha m'a marqué. J'étais heureux de m'être engagé dans un art destiné au peuple et non au salon fermé. C'était bon marché, à la portée de tous, et trouver sa place aussi bien chez les familles pauvres que dans le milieu aisé. Art destiné au peuple, bon marché, à la portée de tous. Le dire, c'est déjà faire une distinction. Établir une règle qui scinde en deux le public, les pauvres, les riches, les cultivés et les autres, puis se placer en exception qui confirme la règle. Ni artiste ni publicitaire donc, ou les deux peut-être. Mucha proposait des reproductions de ses affiches imprimées sur carton pour les pauvres, à prix réduit donc, et sur soie pour les plus aisés. Ce geste résume bien mon sentiment vis-à-vis de son époque. Une espèce de monde créatif utopique, où art et pub se conjuguent et partagent une même terminaison. L'affiche est un moyen de diffusion, un simple support qui permet une diffusion simple. J'ai pensé naïvement que réfléchir sur cette question des relations art et pub dans le pop art serait facile, évident. Un message clair, un visuel efficace. Et déjà là, je suis perdu, stoppé dans ma réflexion. Je viens de décrire en 3 mots un spot publicitaire, clair, visuel, efficace. J'adore Andy Warhol, tout du moins le personnage, le mythe. J'ai l'impression que celui qu'on trouve partout comme figure emblématique du mouvement pop art se bien foutu de notre gueule tout au long de sa vie. J'ai lu il y a longtemps son autobiographie, ma philosophie de A à B et vice-versa. Je me souviens de cette impression tout le long de la lecture.
Cette impression qu'Andy Warhol se foutait de moi. Des chapitres entiers sur des problèmes de crème de beauté. Ses conversations téléphoniques avec celui ou celle qu'il appelle B. Des descriptions de canapés de hall d'entrée d'hôtel. Pourquoi cette impression ? Parce que je pense que lui, il a comprise la distinction entre art et pub. Il en joue, il s'amuse avec et on l'aime pour ça. Il les conjugue, se sert de la pub comme complément d'objet direct de l'art ou inversement. Il a compris la grammaire esthétique de son époque. Je me suis longtemps amusé à comparer Fort Campbell Soup et Absolute Vodka, de nombreuses fois. Visuellement, il n'y a pas grande distinction à faire. Le même style warholien. Un objet, des couleurs différentes, et on change de propos. On n'est plus dans de la soupe, ni même dans un rapport magritien du style « ceci n'est pas une soupe ». Non, on est dans un objet artistique qui parle de consommation avec la consommation. On pourrait facilement imaginer les deux œuvres côte à côte dans un musée, dans une grande pièce blanche, bien éclairée, avec un joli cartel, vernissage et buffet à 18h. Non, ce qui pose problème, c'est que l'un critique, l'autre vend. Et là où je devrais trouver un rapport quasi manichéen et sans cette forme, je ne trouve pas. J'en finis par conclure aujourd'hui que ce qui me pose problème, c'est que ça ne pose pas de problème. Bizarrement, je me sens moins enclin à critiquer ce rapport dans les affiches de la Belle Époque. Comme si leur cause était plus noble, à l'image de la citation de Mucha, citée auparavant. Pourtant le procédé est le même. Faire une affiche publicitaire reste un geste commercial, une commande contre argent, une rémunération, sous couvert d'un geste artistique. On paye pour qu'un artiste impose sa vision, car oui, il l'impose, et vendre, ou du moins vanter, un produit de consommation. Celui-ci sera mieux que celui-là, parce que Dali l'a dit. Je suis fou du chocolat l'envers. Encore une fois, je l'ai dit et je le redis. Moi, je ne fais pas de distinction entre ces images. Et pour moi, comme les lettres qui se mélangent à l'intérieur des mots, les images se mélangent à travers les univers créatifs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire art et pub ? Force est de constater que c'est d'autant plus compliqué pour moi d'y voir clair aujourd'hui, parce que tout se mélange dans ma pensée. Art, mécène d'art, exposition sur Nivea, Absolute Vodka, artiste publiciste, Mercedes qui présente une pièce de Windelvoye au Louvre. Qu'est-ce que ça veut dire Mercedes qui présente Windelvoye ? Je me souviens clairement de cette accroche dans le dossier de presse de sa dernière exposition au Louvre. Mercedes-Benz présente une nouvelle sculpture de Windelvoye au Louvre. Une phrase énigmatique, comme une vraie accroche publicitaire. Ou encore, demain, Mercedes-Benz présentera Suppo, la dernière sculpture de l'artiste conceptuel belge Windelvoye. Qu'est-ce que ça représente réellement ? Mercedes finance l'exposition, d'accord. Mais quel profit en retire-t-il vraiment ? Je ne pense pas que la marque ait réellement besoin de financer des artistes et faire une plus-value sur de jeunes créateurs qui demain vendront des œuvres à des prix exorbitants. Je ne pense pas non plus qu'il se réfère à l'image de marque de l'artiste. Je n'ai pas l'impression que Cloaca ou Tatoué des Porcs fait référence d'une manière ou d'une autre à une grosse berline de la marque. Un peu plus bas, dans ce même dossier de presse, le cas de Louis Vuitton, qui écrit « Le luxe et l'art n'ont jamais été si étroitement liés qu'en cette aube du XXIe siècle. » Ou encore « Ces actions favorisent la symbiose de l'art et du luxe. » On est bien loin de la vision idéaliste de Mucha d'un art pour tous. Je parlais donc de Suppo de Windelvoye. Sculpture de style gothique, une torsion d'une tour semblable à une cathédrale passée dans une centrifugeuse. Suppo, référence directe aux médicaments tant redoutés. Dans une interview, Windelvoye révèle qu'il voulait l'appeler Doner Kebab. Mais comme il est végétarien, il préféra Suppo. Des titres courts, amusants, pensés pour être retenus tout de suite. Un acte de provocation évident. Parler de suppositoire au Louvre, tout le monde ne peut pas s'en vanter. Ce style de titre, on appelle ça une accroche. C'est un procédé publicitaire connu et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'expliquer. Ce qui est très intéressant à observer en revanche, c'est de voir à quel point Windelvoye s'est bien saisi de la version moderne de l'accroche. Tout ce qui est contenu dans la tendance marketing contemporaine y est. On donne à voir du merveilleux, du grandiose. En l'occurrence, une tour de cathédrale gothique sculptée minutieusement d'1 mètre de haut. On assaisonne avec une pointe d'humour, en faisant référence à un fait social, par exemple ici le suppositoire. Et voilà, le travail est fait. On a envie d'aimer Windelvoye, la mémorisation produite est faite. Aussi drôle que ça puisse paraître, dans le même dossier de presse, j'ai lu Louis Vuitton nous expliquer que art et luxe vont de pair,
Evelyne Delvoye expliquait que pour lui, Suppôt, c'était un acte guidé par la volonté de faire une pièce qui parle au grand public. Et aussi vrai que je ne sais pas l'écrire, je crois qu'on est en pleine dichotomie. Quand SNCF s'inspire allègrement de Louise Bolin pour réaliser une pub, je comprends clairement ce qui se passe. Une société utilise un procédé artistique attractif visuellement pour vanter le fait que ses trains roulent plus vite que vite. Parce que justement, ce procédé est communicatif, efficace, et au diable les propos et raisonnements artistiques. Ici, on dit simplement que les TGV c'est confortable et que c'est plus pratique et moins cher que la voiture. Mais quand l'artiste réalise lui-même cette pub, quel statut a cette création ? À quoi sommes-nous vraiment confrontés ? Et je crois que c'est ce qui me gêne le plus et brouille ma lecture, crée ma confusion. Qu'est-ce qu'une pub réalisée par un artiste ? Est-ce que c'est une œuvre qui ressemble à une pub ou une pub qui ressemble à une œuvre ? L'un met à profit son image de marque pour l'autre. Je ne sais pas dire si c'est la marque qui met à profit son image pour l'artiste ou l'inverse. Je ne sais même pas si j'ai vraiment le droit de dire qu'un artiste a une image de marque. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Tout est censé opposer ces deux univers. La publicité est une date de péremption, une obsolescence programmée. L'art est intemporel. La publicité doit cibler un public précis, ménagères, enfants, adolescents. L'art est universel. Alors qu'est-ce que c'est que la Citroën Picasso ? Picasso comme adjectif de Citroën ? Un complétement d'objet indirect ? Une exception qui confirme la règle ? Tout n'est pas non plus noir dans cet univers. Mais je me souviens de ma rencontre avec Yann Thomas il y a 2 ans. Rencontre qui restera importante pour moi. Je crois que lui a compris la grammaire visuelle de son époque. J'avais été particulièrement séduit par sa façon de mélanger un discours marketing et artistique. Une entreprise d'énergie artistique. Voilà une démarche séduisante. Voilà un compromis intelligent. Une belle démonstration de comment rendre une organisation patronale, un plan marketing ou une conception de produit comme un geste artistique, voire comme simple support artistique. J'avais été enthousiasmé par ce personnage et l'équilibre parfait de son discours, sans jamais basculer dans un univers ou un autre. J'aurais certainement beaucoup moins de difficultés à comprendre les relations codifiées de l'art et de la pub si j'avais ce talent. Mais il n'empêche que la tendance publicitaire actuelle brouille ma lecture de ces univers. Prenons n'importe quel spot publicitaire télévisuel d'une grande marque de luxe. Chanel, Dior et d'autres. Elles utilisent toutes la même technique. Une image travaillée, des couleurs séducteurs, un ton souvent romanesque, des robes immenses aux drapés qui n'est pas sans rappeler les peintures de Dürer. Oui, ces pubs font appel à notre sensible. Et personne n'est dupe sur le fond. Tout le monde sait bien que le but est de nous faire acheter un parfum qui nous rendra soi-disant unique. Mais cette image fonctionne. Elle est agréable à voir, à regarder, et touche notre sensibilité qu'on le veuille ou non. C'est factice, mais on l'accepte. Cette sensibilité du corps en action, de la couleur et du geste, la pub l'a volée à l'art. Et je dis bien volée. Car aujourd'hui, et même s'il est très maladroit de faire des généralités, l'art est surtout affaire de concepts qui donnent des images. Mentales ou non. Mais le point de départ est une pensée. Alors oui, ça ne date pas d'hier que l'art pense, résiste, donne à voir autrement. Et d'ailleurs, quand j'y réfléchis, ça ne date pas d'hier non plus que l'art fait de la publicité. Après tout, une peinture religieuse, c'est aussi quelque part un acte de promotion pour une religion. Et même s'il est très réducteur et péjoratif de tirer une conclusion aussi facile, j'en ai d'ailleurs moi-même honte de réduire des milliers de chefs-d'œuvre de l'art à de simples actes de diffusion, mais le principe est le même. Pourquoi le clergé commandait des peintures religieuses pour ses églises ? Simplement pour que le paysan illettré puisse lire la Bible dans les vitraux de son église et sache que l'enfer n'est pas un endroit très fréquentable et quoi faire pour ne pas y aller. Mais aujourd'hui, ça n'est plus l'église qui commande. C'est Paul Ricard, Cartier, Nivea et tant d'autres. Une croyance d'un autre temps. L'exposition Nivea, par exemple, au Palais de Tokyo. Exposition intitulée Ultrapo. Dossier de presse, témoignages, catalogue d'exposition. Et toujours cette consternante conclusion, après avoir étudié tous ces documents. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que l'exposition Ultrapo ? Je ne sais pas. Du marketing artistique ? Un malhabile placement de produit dans une écriture créative hybride ? Une exposition sur le thème de la peau. Une phrase qui résonne comme un sujet d'art plastique type collège noté sur 20. Et comme les publicités Dior et Chanel citées auparavant, personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien à quoi s'attendre. Une réclame à peine dissimulée derrière un art artistique. Et on fait l'autruche, faisant mine de n'avoir rien vu, rien entendu, dans une exposition à l'art saturé d'odeurs de crème de beauté.
Alors peut-être faut-il simplement considérer l'espace publicitaire comme un autre possible artistique, un nouvel espace de diffusion. C'est vrai que la publicité a pour elle une grande variété d'espaces, de natures différentes, et bénéficie sûrement trop de temps de parole dans une journée typique, journaux, télévision, affiches en ville. Même Internet aujourd'hui est envahi de publicité. À l'image de Bob Wilson qui en 1978 réalise Vidéo 50, une compilation de petits spots type publicitaire. Voilà un exemple d'appropriation parlant. On pourrait aussi très facilement parler de Ben et de tant d'autres artistes. Quand Jeff Koons décore la BMW des 24 heures du Mans en 2010, peut-être considère-t-il la voiture simplement comme un nouveau support d'expression. Penser une œuvre tout en sachant qu'elle fera des tours de circuit pendant 24 heures, a un côté alléchant et soulève un tas de questions possibles pour un artiste. Peut-être faut-il que j'aborde cette question en ce sens. Et même si ici encore tirer des conclusions générales est dangereuse, peut-être que cet acte d'hybridation est simplement pour l'artiste un moyen de repousser sa pensée, en se confrontant à une écriture nouvelle, qui répond à une nouvelle grammaire qui lui est inconnue, et adapter son écriture d'artiste pour arriver à une nouvelle création, qui répond à d'autres terminaisons. Un moyen de tester sa création, et voir comment la conjuguer autrement, dans un monde de l'image qui emploie d'autres adjectifs. Il était impossible pour moi de ne pas m'intéresser au travail du publicitaire. Et je me souviens avoir été saisi par la force et la passion avec laquelle Jacques Ségala parlait de son travail. Un vocabulaire sensible, un vrai engagement dans le travail et la pensée. Des études, des comparaisons, et une façon de défendre son travail ferme. On est bien loin de l'image du petit bourgeois qui prétend que ne pas avoir de Rolex signifie rater sa vie. Mais plutôt un créateur qui essaye d'insuffler une âme à des images et des objets. Tiens, insuffler une âme à des images. Cette phrase résonne comme un travail d'artiste, non? Je ne dis pas que insuffler une âme à la marque Marlboro en utilisant l'image d'un vieux cow-boy est une forme d'art. Mais il me fait simplement remarquer que ces deux disciplines, au final, ne sont pas aussi éloignées que je le pensais de prime abord. Elles ont un fond commun. Dan Tobin Smith, Grégoire Alexandre, Paul Graves, quelques exemples de créateurs qui ont croisé ma route et m'ont posé problème. Alors je dis créateur et non artiste ou publicitaire. Pourquoi? Parce que impossible de savoir à quelle caste ces créateurs appartiennent. Il est très intéressant, modernité des médias oblige, d'aller voir le site internet de ces créateurs d'une nouvelle génération et de les analyser. Prenons le site de Dan Tobin Smith par exemple. Graphiquement, le site peut être comparé au fameux White Cube. Typographie sobre. Nous sommes dans un visuel qui évoque sans détour une exposition d'art. La suite s'apparente tout autant à cet univers. On clique, les photos s'exposent, toujours dans ce fond blanc impeccable. Sauf qu'ici, pas d'historique d'exposition, non. Pas de date, de données permettant de situer le où et le quand. Et une section advertising assumée, non dissimulée, présentant des travaux pour Manpower, Ricard, Nike. Cette sensation se ressent aussi dans le travail plastique. Des qualités certaines, des questionnements, de la méthodologie, du savoir-faire, mais des grands noms. Pas seulement des marques, mais aussi des stars. À l'image de la pochette de disque réalisée pour le rappeur multimilliardaire Jay-Z. Je profite de cette ouverture d'ailleurs pour évoquer un autre monde créatif qui vit les mêmes symptômes, celui de la musique. En 2012, le groupe Gorillaz réalise une chanson en compagnie de James Murphy et d'André 3000, trois artistes musiciens pop respectés pour le travail, aux qualités plus que reconnues dans le milieu. Cette chanson est une commande pour la sortie d'un modèle de Converse, la célèbre chaussure américaine, une édition limitée. Accompagnée d'un clip à gros budget, la campagne est un succès. Je ne peux que me questionner sur le produit fini. Cette chanson, qu'est-elle vraiment? C'est exactement le même procédé évoqué auparavant. Et toujours cette même impression que cela ne choque au final pas grand monde. Je ne peux m'empêcher d'avoir un petit sourire quand je sais qu'aujourd'hui, Campbell édite une version limitée de ses soupes à la tomate, dont la boîte reprend le visuel de Warhol. Visuel qui à l'époque a failli lui coûter un procès avec la marque. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, cette histoire résonne comme la fin de quelque chose et le début de demain. Parce que finalement, je m'en rends compte maintenant, quelles que soient les époques que j'évoque, au final le problème est toujours le même. Je pensais trouver une solution dans une décennie, un rapport plus clair, et finalement je peux constater que c'est l'inverse qui se produit. Simplement une syntaxe plus floue. Demain, que se passera-t-il? Je garde un œil attentif au monde de l'Internet. Un monde passionnant, d'un contenu vertigineux, où l'art trouve au fur et à mesure de nouvelles formes d'expression, liées aux possibilités tellement vastes d'un nouveau médium multiforme.
qui se trouvent petit à petit des noms qui sonneront dans quelques années comme des évidences. Et force est de constater qu'on assiste encore plus à un glissement d'écriture, qui me semble d'ailleurs dangereux. Internet a créé la notion de buzz. Faire sensation dans de nouvelles proportions, toujours plus grandes, plus fou, plus what the fuck comme on dit. Et on se diffuse d'une manière rapide. D'ailleurs, la notion de vidéo virale porte bien son nom. Mais de quoi parle-t-on dans ces vidéos ? De grandiose, de fou, d'étonnant, voire même détonnant. Mais comme me disait Alain Bourges lors de ma rencontre avec lui, on reconnaît le style YouTube. Où est le risque alors ? Le risque, c'est que ces vidéos sont pensées pour être aimées. On les fabrique pour qu'elles soient vues, le plus possible, au détriment du contenu, du fond. On ne parle plus d'art ni de publicité. Non, on parle de création. La mince distinction que je m'évertue pourtant à essayer de comprendre avec tant de difficulté disparaît complètement. Les marques et industries n'ont plus qu'à piocher, signer un chèque et à poser mollement son logo. Et cela ne dérange plus personne. Ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir à quel point finalement cette confusion des univers est déjà installée. J'en suis l'exemple même et mon mémoire en est l'expérience inquiétante. Ma génération ne souffre-t-elle pas déjà de cette confusion d'images ? Le surplus de confrontation à l'esthétique ne nous a-t-elle pas déjà enlevé une part de notre sensibilité et de notre clairvoyance ? Sommes-nous encore réellement capables d'aller voir ce qui mérite d'être vu par nos propres moyens ? Est-ce que ce mémoire n'est pas au final pour moi une tentative pour élucider et éclaircir mon jugement face à l'image, quelle que soit sa nature, et ainsi apprendre à faire la part des choses ? La vraie question qui m'interroge n'est peut-être pas la différence entre art et pub, mais peut-être la différence entre technique et style. Le publicitaire a une technique de communication. Il sait comment cibler un public, ou du moins je l'espère pour lui. Il utilise telle approche ou tel style graphique. L'artiste, lui, se crée un style de communication qui lui est propre, une patte, qui correspond à son interrogation et lui permet d'exprimer ses doutes et ses questions. Mais qu'est-ce qu'un style au final ? Un style n'est-il pas un ensemble de techniques fonctionnant ensemble ? Je citerai ici Jeff Koons pour conclure. L'art et communication, c'est la faculté de manipuler des êtres humains. La seule différence avec le show business ou la politique est que l'artiste est plus libre. Avant tout, il a la possibilité de tout garder en main, de l'idée à la vente en passant par la production. Il suffit de savoir comment employer les bons moyens au bon moment. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse réellement à travers tout ça ? Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir réfléchir et comprendre tout cet univers et ses mélanges ? Qu'est-ce que je recherche vraiment dans ce bordel d'idées ? Dans ces exemples simplés que je n'arrive pas forcément à décortiquer d'une manière solide. Et ça, je l'ai compris que bien après. Parce qu'au final, l'art et la publicité, c'est une question d'écriture, de grammaire de l'image, faite de digressions, d'exceptions à la règle, de conjugaison de l'image au subjectif du présent social et politique, d'accord et de terminaison à l'impératif de la publicité, accordé au conditionnel du public, au sujet parfois imparfait, où l'art participe au passé, au présent et au futur de la publicité, où la publicité s'accorde avec l'être de l'art, avec parfois un seul sujet, parfois plusieurs sujets coordonnés, les deux mondes fonctionnant sans que l'un devienne l'auxiliaire de l'autre, sans rapport de subordination. Pourquoi je n'ai pas écrit ? Parce que j'en suis incapable. Pourquoi je n'arrive plus à discerner l'art et la pub de la pub dans l'art, la pub de l'art ? Parce qu'il n'existe pas forcément tout le temps une distinction très claire. C'est un univers parfois dyslexique, comme moi.